Prise de risque supplémentaire dont on aurait pu se passer? Moi, je trouve que c'est un prise de risque, non pas pour les bénéfices de la France, mais pour le bénéfice personnel d'Emmanuel Macron. En quoi il est utile que le président de la République remette, je ne suis pas sûr que les joueurs soient manifestement, les potentiels vainqueurs de ce soir, soient potentiellement satisfaits de recevoir la coupe de la part d'Emmanuel Macron. Ils l'ont Non, pas mais demandé. c'est la tradition, ces mais, dernières années. Mais c'est la tradition, mais plutôt que de parler du match de foot, aujourd'hui, on parle de est-ce qu'il y aura des problèmes de sécurité et est-ce que Emmanuel Macron va être accueilli par des sifflets, par les supporters. Donc, du coup, vous éclipsez le phénomène sportif pour le seul bénéfice personnel du chef de l'État. C'est le premier point que je vois qui est intéressant. Et surtout, quand vous comparez un régime démocratique et par rapport au régime autoritaire, est-ce qu'on n'arrive pas de plus en plus sur un régime autoritaire, sur le modèle de comportement d'Emmanuel Macron? Parce qu'il n'y a que dans les régimes autoritaires où vous voyez quelqu'un qui est protégé comme ça, auquel il ne peut pas rentrer dans son propre stade, auprès de sa propre population. C'est ce qui se passe en Chine, c'est ce qui se passe en Russie également. Et notamment la France. Je vais développer. Vous dites c'est pas le cas, mais quand vous prenez factuellement, c'est quand même le cas. Joe Biden, quand il se déplace à un match de foot, il se fait siffler, mais il ne met pas 5000 CRS autour du match de... Et pourtant, la sécurité d'un président des États-Unis, avec ce qui s'est passé... Soyons sérieux, vous avez vu le convoi d'un président des États-Unis? Est-ce que vous avez déjà vu le convoi du président? C'était 10 fois la taille du convoi du président français. Soyons sérieux. Quand Joe Biden assiste à un match de foot, type de NFL, il n'y a pas une telle sécurité qui est organisée. Il n'a pas non plus une contestation sociale dans les rues depuis plusieurs mois. C'est pas comparable. Oui, mais ensuite, après, il y a la question qui se pose sur la question de la sécurité. Au Stade de France, on a vécu des événements dramatiques. Ce qui s'est passé il y a un an en finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire que des supporters se sont introduits et a conduit à l'humiliation de la France au Stade de France. Est-ce que vous pouvez exclure que des supporters ou des manifestants puissent entrer comme des supporters, les supporters à l'époque étaient rentrés à la finale de Ligue des Champions? Donc il y a un risque, comme l'a rappelé Judith, sur la question sécuritaire. Et troisième point, le risque qu'elle évoquait, c'était ce qui s'est passé aux attentats du 13 novembre 2015, c'est-à-dire qu'il y a toujours un risque d'attentat. Et donc, du coup, le risque n'a pas diminué. Donc, si par cas, vous avez le président de la République qui concentre et qui cristallise autant de points, est-ce qu'il n'y aura pas un risque, notamment pour les personnes? Alors, avant d'entendre Johan sur le sujet, je voulais vous faire entendre Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui a confirmé que c'était lui aussi qui avait proposé qu'on ne remette pas le trophée sur la pelouse et que ça monte dans les gradins. Je vous propose d'écouter son explication et puis la parole à Johan. Là encore, si je n'avais pas pris cette décision, on m'aurait traité sans doute d'irresponsable. Vous avez une demi-finale, vous avez Nantes qui est qualifiée pour la finale. La demi-finale, je ne sais pas si vous vous intéressez au football, il y a eu Nantes-Lyon, Nantes a gagné 1-0. Les supporters nantais ont envahi la pelouse de Nantes. Ils ont envahi la pelouse de Nantes. Il y a eu beaucoup de dégradations. Moi, la Fédération française de football m'a remis un rapport sur ces dégradations. Et il y a eu des supporters nantais qui ont cherché à s'affronter avec les supporters lyonnais. Si il se produit le même phénomène après la finale, vous imaginez le président de la République en train de remettre le trophée sur la pelouse avec un envahissement de pelouse? Non. Alors voilà, content, pas content, dans tous les cas, on peut critiquer. Qu'est-ce qu'on aurait pensé s'il y a un envahissement de pelouse et qu'effectivement ça mettait en danger? Moi, je pense que quand Judith Wentroop dit il vient uniquement pour montrer qu'il a du courage, est-ce que c'est utile pour la République française? Est-ce que c'est utile pour la présidence de la République française? Est-ce que c'est utile pour la compétition sportive? Est-ce que c'est utile pour les supporters nantais? Aux yeux de l'exécutif, c'est conforter le chef de l'État dans son rôle de dirigeant qui n'a pas peur de la contestation populaire. Vous le lisez aussi bien que nous. La contestation, ça veut dire que du coup, vous faites primer le bénéfice personnel d'Emmanuel Macron sur le bénéfice de tous les Français, de tous les supporters de foot et de tous les amoureux du sport. Ne serait-ce qu'à Pétard. Vous êtes déjà rentré dans un stade de foot. Ne serait-ce qu'à Pétard. Alors racontez-nous, Yann Fay, adepte des stades de foot. Les supporters arrivent dans les stades. Toutes les semaines. Il n'y a jamais d'objet dangereux. D'accord. Quand vous venez maintenant, la sécurité a été renforcée. D'accord. Quand vous avez une bouteille d'eau, ils vous retirent le bouchon. Non, mais d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des bouteilles en plastique mais sans bouchon. Donc toute la sécurité a été renforcée. Et justement, avec la sécurité qui est là en place, si par cas il y a des personnes qui viennent avec des objets dangereux, ça poserait question. Ensuite, après, vous évoquez la question des traditions. Vous avez dit, il est normal qu'Emmanuel Macron vienne au stade parce que c'est la tradition qui vienne. Donc, pour raison de tradition, on va bousculer tout le protocole qui est lié à la tradition. Donc, le fait de remettre le trophée sur la pelouse et le fait de saluer les joueurs à l'entrée du stade. Et donc, du coup, il bouscule les traditions au nom de la tradition. Donc ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième point que je vois sur Emmanuel Macron, c'est que... Si, parce que vous dites, Emmanuel Macron vient ce soir au stade au nom de la tradition républicaine. C'est-à-dire que c'est toujours le chef de l'État qui remet le trophée. Et donc, du coup, au nom de la tradition, il bouscule tout le protocole qui est lié à la tradition. Donc ça commence bien. Le deuxième point, c'est sur ce que fait Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il est en train de se hollandiser. C'est ce qui s'est passé sur le phénomène de Hollande. C'est-à-dire que partout où Hollande venait, ça devenait une catastrophe et tout ce qui tente devient une catastrophe. C'est-à-dire qu'il va venir au Stade de France, il va
pour tous les supporters de foot, leur pourrir leur événement sportif et leur pourrir leur match. Et c'est-à-dire qu'à chacun des événements, à chacune des célébrations, à chacune des commémorations, on parlera d'avant. C'est ce qui se passe depuis quelque temps pour lui comme pour ses ministres d'ailleurs. Imaginons que pour le 8 mai, on parle davantage du cas personnel d'Emmanuel Macron que de la victoire des Alliés lors du 8 mai. Vous imaginez la scène. C'est-à-dire que pour l'appel du 18 juin, plutôt qu'on parle de l'appel du 18 juin, le grand appel du général de Gaulle, on va parler davantage d'Emmanuel Macron qui se fait siffler que de l'appel du 18 juin. Donc à chacun des événements, ce sera comme ça. Moi, je pense qu'il faut redéfinir son objet. C'est quoi son objectif pour ces 100 jours? Ces 100 jours, il a passé sur le nom de l'apaisement. Et vous trouvez que ça commence bien en termes d'apaisement, cet événement? Sortie des Français à en faire de même. De toute façon, Jean-Luc Mélenchon essaie de s'inspirer de Robespierre. Là, c'est parti pour la Révolution française. Il appelle les policiers, c'est-à-dire à quel point il est désespéré. Parce que, comme l'a rappelé Judith, s'il en est au point de rappeler les policiers, c'est vraiment il est désespéré parce qu'il sent que sa contestation ne va pas marcher. Et donc, du coup, il s'accroche à tout ce qui est possible. Jean-Luc Mélenchon, c'est le type qui avait dit au premier tour qu'il serait au second tour. Donc, il a échoué. C'est le type qui avait dit lors des élections législatives qu'il serait élu Premier ministre. Il a encore échoué. Le troisième tour social n'est jamais arrivé, en tout cas pas pour lui. Et surtout, on a montré, et les syndicats ont montré, qu'à chaque fois qu'il était éloigné des manifestants et des manifestations, et du coup, le nombre de manifestants augmentait. C'est-à-dire que tout ce que touche Jean-Luc Mélenchon se transforme en plomb. Donc, vraisemblablement, en encourageant les policiers à manifester, si par cas, il y en avait 2 ou 3 qui étaient tentés de manifester, il n'y en a aucun qui viendra, ce qui est une véritable catastrophe. Là où ça pose un plus grand risque, je pense, au-delà de la blague constante qu'incarne Jean-Luc Mélenchon, c'est que de plus en plus, on voit une logique quasiment insurrectionnelle qui est portée. C'est-à-dire qu'en fait, il appelle non pas à un problème politique, à résoudre une crise politique par une solution politique, que ce soit le vote, le retour au référendum, la dissolution, une éventuelle démission du président de la République, et donc du coup au peuple souverain, il demande en fait de renverser quasiment le gouvernement. Et c'est là où ça pose problème sur Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il se comporte davantage comme les régimes autoritaires et comme ces grands modèles Chavez et les démocraties entre guillemets d'Amérique du Sud, plutôt que comme un démocrate et comme un leader de gauche, ce qu'attend vraisemblablement tous ces manifestants. Chiffre là qui montre qu'on ne prête plus attention au chef de l'État, on ne croit plus en ça. Moi j'étais pour la réforme des retraites et il a réussi à me faire douter, il est très très fort. Non, je pense que c'est un drame. C'est un drame absolu parce que Judith Venthob l'a rappelé, l'avantage de faire la réforme des retraites était triple. Un, c'était de permettre de travailler aux Français, de travailler plus longtemps. Et donc, du coup, ça, je ne sais pas si c'est un avantage pour tout le monde. Non, mais ça permettait, en tout cas, quand vous êtes un pays... En tout cas, dans ce que vous aviez approuvé, ça vous allait. Ça permettait d'avoir plus de personnes qui travaillent, donc d'augmenter le PIB potentiel. Et de maintenir le niveau des retraites. Et de maintenir le niveau des retraites. Le deuxième point, c'est que ça permettait, donc, du coup, en plus, d'augmenter le taux d'actifs et se rapprocher du niveau de l'Allemagne. Il faut rappeler que si la France avait le même taux d'emploi que l'Allemagne, on serait en excédent budgétaire, on aurait 30 à 40 milliards d'euros pour financer les hôpitaux, l'éducation nationale, les retraites, etc. Et enfin, il y avait un dernier point que moi je trouvais intéressant, en tout cas que porté par Emmanuel Macron, c'était que la réforme des retraites permettait de soulager, en tout cas, la stabilité financière de la France à l'égard des marchés. Et finalement, ça n'a pas marché du tout, c'était même tout le contraire. Et je pense que ça, c'est un point qui est cristallisant. Parce que la France paye déjà 15 milliards d'euros de dettes supplémentaires par rapport à l'année 2021. C'est-à-dire qu'en fait, avec 15 milliards d'euros, vous êtes à 4 fois, à 5 fois le budget du ministère de la Justice. L'année prochaine, avec la baisse de la note, on pourrait payer 10 milliards d'euros supplémentaires. Pour trouver ces 10 milliards d'euros, c'est le chiffre exactement que doit conduire à plein régime la réforme des retraites en termes d'économie potentielle. C'est-à-dire que tout le gain qu'il a perdu, tout le gain financier qu'il a acquis avec la réforme des retraites, il va le perdre à cause de la montée des taux d'intérêt. Et donc, du coup, cette réforme des retraites lui a fait perdre son capital politique et ne lui a pas permis d'augmenter nos marges budgétaires. Ce qui est une catastrophe, en fait, pour lui. Et assombrit l'horizon budgétaire de la France. Et moi, c'est pour ça que je pense que c'est une cata, parce qu'en fait, on aboutit petit à petit à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, parce que sinon il va perdre les élections législatives, tout le monde le sait. Il ne peut plus changer de Premier ministre, parce qu'un changement de Premier ministre ne lui permettrait pas de redonner un élan avec le sondage qui est sorti, avec 65% des Français qui ne veulent pas l'écouter. Et donc du coup, qu'est-ce qui lui reste comme option ? Que la démission. Mais il démissionnera jamais. Et donc du coup, il n'y a plus d'option, le pays est paralysé. Et je pense que c'est un vrai drame pour la France, parce qu'au seul bénéfice personnel d'Emmanuel Macron, à son seul ego, et donc du coup, la France va perdre 4 ans, alors qu'on aurait besoin de réformes supplémentaires pour la police, pour la justice, pour l'éducation, pour l'économie, pour le pouvoir d'achat, pour l'école, etc. Il faut prendre les deux sujets, c'est qu'en fait, il faudrait qu'Emmanuel Macron mène une révolution contre lui-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit plus clair et qu'il lâche le en même temps pour choisir une ligne. Principalement, seul horizon à l'Assemblée nationale serait de porter une ligne plutôt à droite, faire du redressement économique, de la sécurité, l'ordre républicain, la lutte contre l'immigration, la restauration de l'école, etc. Soit
La seule possibilité qui lui reste autre, mais ça, je ne sais pas s'il a la capacité de l'accepter, c'est qu'ils disent « je me mets implicitement en cohabitation en choisissant un Premier ministre qui gérera la politique nationale ». Il ne sera pas candidat. Mais il ne sera pas candidat, mais au moins il peut assurer sa stature internationale. Mais c'est fini, vous avez vu les commentaires internationaux, oui, c'est une catastrophe. J'essaie de trouver une solution, c'est pas ça. Non mais là il est grillé même à l'international, il a réussi à griller la France. Ah mais moi je pense... Il n'y a plus de crédibilité, il n'y a plus de parole française. Oui mais est-ce que les Français peuvent se permettre d'attendre 4 ans avec une situation la France économique non aussi plus, les faible, Français. avec un pouvoir d'achat restreint à cause de l'inflation, une situation à l'école qui se dégrade, la sécurité... Est-ce qu'un pouvoir en place peut se permettre de faire patienter les Français 4 ans quand on voit la vie difficile qu'ont certains et cette difficulté à... Je pense que si Emmanuel Macron pense que les Français peuvent plier au bout de 4 ans en les faisant patienter, en attendant le réflexe légitimiste tant attendu qui ne viendra vraisemblablement pas, vraisemblablement les Français exprimeront leur colère de manière de plus en plus importante et de manière de plus en plus radicale et porteront, comme le dit Victor, non pas des casseroles, mais des choses beaucoup plus malencontreuses contre le président de la République et plus directes. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas non plus. Non, parce que le jeu à l'Assemblée est bloqué. Le seul espoir, en fait, le problème, c'est que le système de la Ve République favorise l'exécutif, incroyablement. Moi, je pense que c'est une bonne solution. Mais malgré tout, ça veut dire que tout le pouvoir est concentré dans les mains du président de la République. Moi, je pense que le seul moyen, et les Français l'ont montré lors de la crise des Gilets jaunes et à chaque reprise, c'est de contraindre Emmanuel Macron. C'est pour ça que vous avez un rapport de force conflictuel. Les Français savent depuis 2017 qu'Emmanuel Macron a toujours la même ligne, c'est qu'au départ, il gonfle le torse, il dit « vous allez voir, je vais pas céder, etc. » Vous mettez 5 types en bas de la rue, en bas de l'Élysée avec un drapeau, et il lâche tout. Et donc, du coup, comme les Français savent ça, et ben, du coup, ils vont manifester continuellement contre le président de la République. Et je vais illustrer. Lors des Gilets jaunes, il a lâché après le saccage de l'Arc de Triomphe. Pas avant, après le saccage de l'Arc de Triomphe. Il lâche lors des grèves SNCF en décembre dernier, quand il y a eu des grèves de plus en plus massives, quand ils ont contraint les vacances des Franciliens et des Français. Ensuite, après, il a lâché sur les médecins après les manifestations. Et quand vous prenez tout l'historique, c'est quand la manifestation devient de plus en plus radicale, devient de plus en plus excessive, que la sécurité est mise en jeu, qu'il lâche. Et donc, du coup, il a donné un mauvais exemple pour les manifestants, c'est-à-dire la violence paix, la violence radicale paix. Et c'est pour ça que les gens s'expriment de manière de plus en plus radicale contre le président de la République, comme Ludovic Toro qui vient avec une casserole sur son costume. Oui, Armstrong arrive. L'encadrement. Moi, je pense que les règles et les procédures qu'on a ne sont pas adaptées au changement d'époque. On est une société qui est ultra violente. Avec, quand on regardait le profil, c'est quand même, il ressemble plus à un barbare qu'à un jeune adolescent. Et je pense qu'il faut changer la législation pour faire correspondre l'état du droit sur le changement de société. C'est une société qui est de plus en plus radicale, qui est de plus en plus violente. Il n'est pas normal que le droit soit en rapport avec ce qu'on a pensé comme règle il y a 20 ou 30 ans, alors que la société n'est plus la même. Milice citoyenne, c'est de ça dont il s'agit. Ça montre la défaillance de l'État qui est incapable d'assurer sa sécurité sur son propre territoire. Lorsque vous laissez passer pour plusieurs points, là, sur la question sécuritaire, sur la question de flux migratoires, sur la question des aides sociales et sur la question du respect de l'autorité de l'État. C'est-à-dire que l'autorité de l'État n'est pas respectée à Mayotte. C'est-à-dire que l'État est défaillant. Et donc, quand l'État est défaillant, vous avez, comme d'habitude, les personnes privées qui s'en préoccupent. Mais ça n'arrive pas uniquement à Mayotte. De plus en plus, ça va arriver sur le territoire français, auquel on considère que soit l'État n'assure pas la justice au nom du peuple français, soit que les décisions de justice soient aberrantes, etc. Et on va y revenir point par point. Pourquoi est-ce que ces opérations se multiplient? Parce que l'État n'a pas mis les moyens nécessaires pour limiter les flux migratoires. Pourquoi? Parce que l'État français s'est enfermé dans des carcans juridiques administratifs qui l'empêchent d'agir sur l'immigration illégale. C'est-à-dire que les Français et les Mahorais, qui sont français aussi, subissent davantage l'immigration qu'ils la choisissent. C'est-à-dire que la France a laissé, pendant une quarantaine d'années, l'immigration venir sans pouvoir reprendre en main sa politique de contrôle migratoire. Pour des raisons internes et pour des raisons externes. Sur les raisons internes, on a laissé les juges, les associations nous niveler notre capacité d'action, soit par des décisions de recours, soit par des associations qui sont payées par la France pour attaquer la France, c'est quand même fantastique quand même, et ensuite après par les juges européens qui nous empêchent d'agir concrètement sur l'immigration. Moi je pense qu'il faut changer la logique. Il faut dire que toutes les personnes qui viennent illégalement sur le territoire français n'ont le droit ni aide sociale, ni possibilité d'avoir des papiers, ni naturalisation tout au long de leur vie. Et donc, du coup, on met en place ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire qu'ils déposent une demande d'asile ou demande de permis de séjour sur le territoire français dans des endroits dits sûrs pour ensuite après venir sur le territoire. Si vous décentralisez et vous déconcentrez la demande, eh ben vous avez plus ce type de problème, que ce soit à Mayotte, dans le nord de la France et sur l'ensemble du territoire français. Donc on peut dire aux Comores, si vous ne les reprenez pas, on vous prend des sanctions commerciales,
des sanctions diplomatiques, on vous isole, vous n'avez pas accès ni à l'aide de développement. Qu'est-ce qui nous retient de dire ça? Qu'est-ce qui retient la France, un grand pays comme la France, d'user de ce ton vis-à-vis des Comores? Parce que Judith Van Traub l'a dit, ça ne concerne pas la droite ou la gauche, c'est parce que les politiques en manquent. Voilà, ils n'ont pas de courage. Et donc, du coup, ils n'osent pas affronter brutalement. Parce qu'il n'y a pas que Comores à affronter. Il y a Comores, il y a tous les pays du Maghreb, tous les pays d'Afrique subsaharienne. Si vous voulez limiter l'immigration illégale, il faut dire à tous ces pays-là, on arrête de vous payer. Et si vous n'êtes pas content... Jusque-là, ça ne porte pas cette parole-là. Les Comores ont dit dès le départ, nous ne récupérerons pas nos résidents. Et les bateaux ont très vite arrêté d'accoster aux Comores. Ce qui marche avec eux, c'est le rapport de force. Donc, sanctions commerciales, sanctions diplomatiques, vous limitez les visas et éventuellement, si par cas, ils ont des comptes offshore type en Europe, et ben vous sanctionnez, vous privatisez. Pourquoi ça n'est pas fait? Il y a un sujet interne auquel il faut faire en sorte que le juge administratif arrête de se rebeller contre l'État. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'ils arrêtent d'être des professionnels, d'être des opposants à l'État, parce que les juges administratifs, notamment, excèdent leurs prérogatives. On l'a vu sur la réforme assurance chômage et sur le cas de Mayotte. Et le deuxième point, il faut avoir une action diplomatique beaucoup plus forte. Mais lorsqu'on a des moyens et une volonté politique, le président des Comores va comprendre très rapidement qu'il a intérêt à le faire. Mais la seule question et le seul problème, c'est que l'initiative diplomatique appartient au chef de l'État. Est-ce qu'Emmanuel Macron prendra le risque de se brouiller avec les pays africains? Et s'il prend le risque de le faire, on sera en capacité de le faire. Avec l'Arabie Saoudite également, parce que je rappelle que les Comores ont cette particularité d'être membre de la Ligue arabe. Mais quelque peu malmené aussi, il s'est pris quelques tacles venant des pays africains. On sent bien que la France ne représente plus ce qu'elle représentait avant aux yeux de l'Afrique. Oui, mais il n'a pas été habile, là, par contre, sur la RDC. Il est venu dire en RDC, la France-Afrique, c'est terminé. Et la France-Afrique était déjà terminée. La question, c'est pas celle-ci. La question, c'est de définir un nouveau pacte avec eux. C'est quelle croissance ils veulent, quel mode de développement ils veulent et comment on fait en sorte de faire un pacte gagnant-gagnant. Ils ont des problèmes structurels en alimentaire, en agriculture, etc. Nous, on peut leur donner ça et en échange, eux, ils reprennent leurs bonnes âmes et leur bonne volonté qu'on ne veut plus chez nous, parce qu'ils auront besoin de main-d'œuvre pour reconstruire leur pays et pour développer. Et donc, du coup, le flux migratoire, c'est terminé. Il suffit qu'ils détractent ça et faire un deal en disant, en échange de ça, je vous donne soit ça. Et vous verrez que les attitudes en face seront beaucoup plus bienveillantes. Ce que disent les personnes qui habitent là-bas et les spécialistes, c'est qu'ils disent, tout ce qu'ils attendent, c'est un deal gagnant-gagnant. Si par cas vous leur proposez un deal en leur disant, de toute façon, vous reprenez vos immigrés clandestins et en échange, vous n'avez rien, et sinon une leçon de morale, voire un câlin et un bisou d'Emmanuel Macron, évidemment, ils ne les reprendront jamais. Mais vous savez pour quelle cause le tribunal a bloqué tout ça? Pour voie de fait, c'est-à-dire acte d'une administration qui porte atteinte à la liberté individuelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont réussi à bloquer ça pour atteinte à la liberté individuelle. Dans ces cas-là, on ne fait plus rien. On espère que le recours sera victorieux. J'espère bien. S'il n'est pas victorieux, là, William, je pense que ça va être très long. Ça, c'est une chose certaine. Sauf qu'une opération qui durera le temps qu'il faudra, ça peut pourrir la vie du ministère de l'Intérieur quelque temps. Alors qu'on est en train d'essayer d'apaiser les Français. C'est pas uniquement la vie du ministre de l'Intérieur, c'est là où la juge se trompe. Celui qui va subir les conséquences, ce n'est pas Darmanin, ce sont les habitants de Mayotte qui vont subir les conséquences. C'est toutes les personnes qui vont attendre. Et tant que l'opération n'est pas menée, comment on va faire pour reloger les gens, comment on va faire pour les expulser et comment ils vont faire pour revenir sur leur charmante île des Comores. C'est toutes ces personnes-là qui vont subir les décisions de cette juge qui s'appuyait sur une jurisprudence tellement extensive qu'elle n'a pas de raison de fondement en état de droit. Je ne vais pas revenir sur les fondements juridiques, mais elle est partie au-delà de ses pouvoirs essentiels, uniquement dans un combat personnel contre le gouvernement, contre Darmanin, qu'elle considère comme de droite et c'est tout.